Elle a posé le café sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. L'homme en costume gris la regardait sans la voir, comme on regarde un meuble, comme on regarde le vide. Mais quand elle a ouvert la bouche, quand elle a prononcé ces mots dans une langue qu'il n'attendait pas, son visage a changé, et tout le hall s'est figé. Personne ne savait ce qu'elle avait dit, personne ne comprenait. Mais lui, il a compris. Et ce qu'il a fait ensuite a bouleversé tout le monde. Et vous, auriez-vous remarqué cette femme? Avant de continuer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Et à la fin, donnez-lui une note de 0 à 10. Elle s'appelait Amélie, 47 ans, les cheveux toujours attachés en un chignon serré, les mains usées par le travail, le regard fatigué, mais jamais éteint. Chaque matin, elle arrivait à 5 heures dans le grand hall de l'hôtel Le Cèdre d'Or. Un palace, 5 étoiles, le genre d'endroit où les clients ne regardent jamais ceux qui nettoient derrière eux. Elle passait la serpillière entre les colonnes de marbre. Elle vidait les poubelles dorées. Elle essuyait les traces de doigts sur les portes vitrées. Et jamais, personne ne lui adressait la parole. Elle était invisible. C'était le rôle qu'on lui avait donné. Et elle l'acceptait, parce qu'elle avait besoin de ce travail, parce qu'elle avait un fils à nourrir, parce qu'elle n'avait pas le luxe de se plaindre. Son fils s'appelait Théo, 23 ans, étudiant en droit, brillant mais silencieux. Il travaillait le soir dans un petit restaurant pour payer ses livres. Il ne dormait jamais plus de 5 heures par nuit. Et chaque dimanche, il retrouvait sa mère dans leur petit appartement du quartier sud. Ils buvaient un thé ensemble. Ils parlaient peu, mais ils se comprenaient. Théo savait tout ce que sa mère avait sacrifié pour lui. Il savait qu'elle avait quitté son pays à 22 ans, qu'elle avait traversé la mer avec rien d'autre qu'un sac et une photo de sa propre mère, qu'elle avait dormi dans des foyers, travaillé dans des usines, nettoyé des bureaux à des heures où le monde dormait encore. Elle ne lui racontait jamais ses histoires, mais il les devinait, dans ses silences, dans ses soupirs, dans la façon dont elle regardait parfois par la fenêtre, comme si elle cherchait un horizon qu'elle avait perdu. Ce matin-là, Amélie est arrivée à l'hôtel comme d'habitude. Il faisait encore nuit. L'air était froid. Elle a enfilé son uniforme bleu dans le vestiaire, attaché ses cheveux et pris son chariot. Mais quelque chose était différent. Il y avait une tension dans l'air. Les employés chuchotaient entre eux. Le directeur, un homme sec et nerveux nommé M. Garnier, courait dans tous les sens. Un investisseur arrive ce matin, a murmuré une collègue. Un homme très riche, très important. Il vient du Moyen-Orient. Il pourrait racheter l'hôtel. Amélie n'a rien dit. Elle a continué son travail. Ce genre d'histoire ne la concernait pas. Elle n'était qu'une femme de ménage, une ombre parmi les ombres. Mais le destin, parfois, choisit les ombres pour écrire ses plus belles histoires. Vers 9 heures, le hall s'est rempli. Des hommes en costume, des femmes élégantes, des journalistes avec leurs caméras. Tout le monde attendait l'arrivée de l'investisseur. Amélie, elle, nettoyait les vitres près de l'entrée. Elle essayait de se faire encore plus petite que d'habitude, de ne pas gêner, de ne pas exister. Et puis, la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Grand, 60 ans peut-être, les cheveux gris, coupés courts, un costume sombre, impeccable, une montre en or au poignet, et un regard profond, presque triste. Il s'appelait Karim. Derrière lui, 3 assistants portaient des mallettes. Un traducteur marchait à ses côtés. Tout le monde s'est précipité vers lui. Monsieur Garnier s'est avancé avec un sourire forcé. « Bienvenue, bienvenue. Quel honneur de vous recevoir dans notre établissement. » Karim a hoché la tête poliment, mais son visage est resté fermé. Il semblait fatigué, lointain, comme si tout ce protocole l'ennuyait profondément. On l'a conduit vers le salon privé. On lui a proposé du champagne, des pâtisseries, des fruits exotiques. Il a refusé tout. « Je voudrais juste un café, » a-t-il dit. « Un café simple. » Monsieur Garnier a claqué des doigts. « Tout de suite, le meilleur café de notre carte. » Un serveur est parti en courant. 2 minutes plus tard, il est revenu avec une tasse fumante sur un plateau d'argent. Karim a bu une gorgée, puis il a reposé la tasse. « Ce n'est pas du café, » a-t-il dit doucement. « C'est de l'eau colorée. »
Le silence est tombé. Monsieur Garnier est devenu blanc. Je suis désolé, monsieur. Nous allons immédiatement... Laissez, a coupé Karim. Ce n'est pas grave. Mais son regard disait autre chose. Son regard disait qu'il était déçu, qu'il avait voyagé pendant des heures pour être accueilli avec du faux, du superficiel, du vide. Il s'est levé. Je vais faire quelques pas dans le hall, seul. Personne n'a osé le suivre. Amélie était toujours près des vitres. Elle avait tout observé, tout entendu. Elle avait vu le visage de cet homme. Elle avait reconnu quelque chose dans ses yeux. Une fatigue qu'elle connaissait bien, une solitude qu'elle portait aussi. Et quand il s'est approché de la fenêtre où elle travaillait, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 15 ans de service. Elle lui a parlé, pas en français, en arabe. « Ahlan wa sahlan, ya Sidi. Hal tuhibbu kahwa hakikiya » Bienvenue, monsieur. Voulez-vous un vrai café? Karim s'est arrêté net. Il l'a regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis son arrivée, quelqu'un le voyait. « Vous parlez arabe ?» a-t-il demandé. En arabe, lui aussi. Amélie a souri doucement. « C'est ma langue maternelle, monsieur. Je suis né près de la mer, dans un petit village où le café se prépare lentement, avec du cardamome et de la patience. » Karim est resté immobile. Ses yeux se sont embués. « Près de la mer, » a-t-il murmuré. « Moi aussi, je suis né près de la mer. » Il y a eu un silence plein de mémoire, plein de sable et de soleil. Puis Amélie a dit « Si vous me permettez, je peux vous préparer un café, un vrai, comme on le faisait chez nous. » Karim a hoché la tête, sans un mot. Amélie a posé son chiffon. Elle a traversé le hall sous les regards médusés des employés. Elle est entrée dans la petite cuisine du personnel, là où personne n'allait jamais, et elle a préparé le café. Elle a pris une petite casserole en cuivre qu'elle gardait dans son casier depuis des années, un souvenir de sa mère. Elle a versé l'eau, ajouté le café moulu fin, une pincée de cardamome, une demi-cuillère de sucre. Elle a laissé monter la mousse 3 fois, comme on le lui avait appris enfant, et quand le parfum s'est répandu dans la cuisine, elle a fermé les yeux un instant. Elle était ailleurs. Elle était chez elle. Elle était petite fille assise près de sa mère, regardant le soleil se coucher sur les collines. Puis, elle a ouvert les yeux. Elle a versé le café dans une petite tasse blanche. Et elle est retournée dans le hall. Tout le monde la regardait. Monsieur Garnier s'est avancé, furieux. « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de... » Amélie ne s'est pas arrêtée. Elle a marché droit vers Karim. Elle a posé la tasse devant lui. « Tfadal, a-t-elle dit, je vous en prie. » Karim a pris la tasse. Il a respiré le parfum. Et pour la première fois depuis son arrivée, il a souri. Il a bu une gorgée, puis une autre, puis il a fermé les yeux. « C'est exactement... » a-t-il commencé. « C'est exactement comme le café que préparait ma mère. » Amélie n'a rien dit. Elle a juste incliné la tête légèrement. Et dans ce geste, il y avait tout, toute la dignité du monde, toute la beauté des choses simples. Monsieur Garnier bouillonnait. « Madame, vous dépassez les bornes. Retournez immédiatement à votre poste. » Mais Karim a levé la main. « Non, a-t-il dit fermement. Cette femme reste ici. Elle est la seule personne dans cet hôtel qui m'a traité comme un être humain. » Le silence est devenu assourdissant. Karim a demandé à Amélie de s'asseoir. Devant tout le monde, à la table des négociations, elle a hésité. Elle a regardé ses mains usées, son uniforme bleu, ses chaussures fatiguées. « Moi » a-t-elle murmuré. « Oui, vous » a répondu Karim. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'est assise, et pendant l'heure qui a suivi, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Karim a commencé à lui parler, en arabe, devant tous ces hommes en costume qui ne comprenaient rien, devant ces journalistes qui filmaient sans savoir quoi filmer. Il lui a raconté son histoire. Il lui a dit qu'il avait quitté son pays à 18 ans, qu'il avait travaillé sur des chantiers, dans des cuisines, dans des entrepôts, qu'il avait dormi dans des voitures, mangé des restes, été humilié 1000 fois. « On me regardait comme on vous regarde aujourd'hui, » a-t-il dit, « comme si je n'existais pas,
comme si je ne méritais pas d'être vu. Amélie écoutait, ses yeux brillaient. Mais j'ai continué, a poursuivi Karim. J'ai travaillé, j'ai économisé, j'ai appris. Et un jour, j'ai eu ma chance. Une seule chance. Et je l'ai saisie. Il a marqué une pause. Aujourd'hui, je possède des hôtels, des entreprises, des immeubles. Mais vous savez ce qui me manque le plus? Amélie a secoué la tête. Le café de ma mère, a-t-il dit. Et la sensation d'être vue, vraiment vue, par quelqu'un qui comprend d'où je viens. Il a posé sa main sur la table. Cette femme, a-t-il dit en se tournant vers M. Garnier, cette femme que vous traitez comme une invisible, elle a plus de valeur que tous vos plateaux d'argent et vos champagnes hors de prix. M. Garnier a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Karim s'est levé. Je vais investir dans cet hôtel, a-t-il annoncé, mais à une condition. Tout le monde retenait son souffle. Cette femme, comment vous appelez-vous? Amélie, a-t-elle répondu doucement. Amélie, a répété Karim. Amélie sera désormais responsable de l'accueil des invités internationaux. Elle aura un bureau, un salaire digne et le respect qu'elle mérite. Les murmures ont envahi le hall. Amélie tremblait. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas quoi faire. « Monsieur, je ne suis qu'une femme de ménage. » Karim a souri. « Non, a-t-il dit, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où elle vient. Et c'est la chose la plus précieuse au monde. » Ce soir-là, Amélie est rentrée chez elle plus tard que d'habitude. Théo l'attendait dans la cuisine. Il avait préparé du thé. « Maman, tout va bien? Tu as l'air différente. » Amélie s'est assise lentement. Elle a pris la tasse entre ses mains. Et pour la première fois depuis des années, elle a pleuré. Théo s'est précipité vers elle. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a levé les yeux vers lui. Et à travers ses larmes, elle a souri. « Quelqu'un m'a vu aujourd'hui, mon fils. Quelqu'un m'a vraiment vu. » Et cette nuit-là, dans leur petit appartement du quartier sud, quelque chose a changé, quelque chose de grand, quelque chose d'irréversible. Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de la vie d'Amélie. Du jour au lendemain, elle n'était plus invisible. On lui avait donné un bureau, un vrai bureau, avec une fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur de l'hôtel. On lui avait offert de nouveaux vêtements. Un tailleur bleu marine, des chaussures élégantes, un badge doré avec son prénom gravé dessus. Mais le plus difficile, ce n'était pas le changement de statut, c'était le regard des autres. Les mêmes personnes qui l'ignoraient depuis 15 ans venaient maintenant lui serrer la main, lui sourire, lui demander comment elle allait. Monsieur Garnier lui-même avait changé d'attitude. Il la saluait chaque matin avec une politesse exagérée, presque ridicule. Amélie savait que tout cela était faux. Elle savait qu'il ne la voyait toujours pas. Il voyait seulement la femme que Karim avait choisie. Il voyait une opportunité, un moyen de plaire à l'investisseur, mais elle ne disait rien, elle faisait son travail. Elle accueillait les clients internationaux avec la même dignité qu'elle avait toujours eue. Sauf que maintenant, on la payait pour cela. Théo, lui, était fier de sa mère. Il venait la voir parfois, pendant sa pause déjeuner. Il s'asseyait dans son bureau et la regardait travailler avec un sourire qu'il ne pouvait pas cacher. « Tu vois, maman, disait-il, je t'avais toujours dit que tu méritais mieux. » Amélie lui caressait la joue. « C'est grâce à toi que j'ai tenu toutes ces années, mon fils. Tu es ma lumière. » Un mois après sa promotion, Karim est revenu à l'hôtel. Il avait des réunions importantes avec les avocats et les banquiers. Le rachat de l'établissement était presque finalisé, mais avant toute chose, il a demandé à voir Amélie. Elle l'a rejoint dans le salon privé. Il était assis près de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur les toits. « Asseyez-vous, Amélie, » a-t-il dit sans se retourner. Elle s'est assise en silence. « Je voulais vous remercier, » a-t-il continué. Ce café que vous m'avez préparé le premier jour, il m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Quoi donc, monsieur? Karim s'est retourné. Ses yeux étaient humides. Qui j'étais avant tout cela, avant l'argent,
avant les costumes, avant les négociations et les contrats. J'étais un garçon simple, un garçon qui aimait l'odeur du café le matin et le bruit des vagues le soir. Il a marqué une pause. Vous m'avez ramené à moi-même, Amélie, et je ne sais pas comment vous remercier pour cela. Amélie a souri doucement. Vous m'avez donné ma dignité, monsieur. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Ils sont restés silencieux un moment. Deux étrangers liés par une langue, une mémoire, un parfum de cardamome. Et puis, Karim a dit quelque chose qui a tout changé. J'ai une demande à vous faire, Amélie, une demande personnelle. Elle a froncé les sourcils. Je vous écoute. Karim a sorti une enveloppe de sa poche intérieure, une enveloppe jaunie par le temps, au bord froissé. Cette lettre, a-t-il dit, je la porte sur moi depuis 24 ans. Je ne l'ai jamais ouverte. Je n'en ai jamais eu le courage. Amélie regardait l'enveloppe sans comprendre. Elle m'a été donnée par une femme que j'ai aimée, une femme que j'ai abandonnée. Le cœur d'Amélie s'est serré. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans l'air avait changé, quelque chose de lourd, de dangereux. J'étais jeune, a continué Karim. J'avais peur. Je venais d'obtenir une bourse pour étudier à l'étranger. C'était ma seule chance de sortir de la misère. Et elle venait de m'annoncer qu'elle était enceinte. Amélie a cessé de respirer. J'ai paniqué, a avoué Karim. J'ai fait la chose la plus lâche de ma vie. Je suis parti, sans un mot, sans une explication. J'ai pris l'avion et je ne suis jamais revenu. Il a posé l'enveloppe sur la table. Sa mère m'a retrouvé des années plus tard. Elle m'a donné cette lettre. Elle m'a dit que sa fille l'avait écrite pour moi, juste après mon départ. Elle m'a dit que sa fille avait gardé l'enfant, un garçon, qu'elle l'avait élevé seule, dans la pauvreté, mais avec tout l'amour du monde. Les mains d'Amélie tremblaient. Et puis, elle m'a dit que sa fille avait quitté le pays, qu'elle était partie en Europe avec son fils, qu'elle avait disparu. Karim a levé les yeux vers Amélie. Je l'ai cherchée, Amélie, pendant des années. J'ai engagé des détectives, j'ai dépensé des fortunes, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Il a poussé l'enveloppe vers elle. Le nom de cette femme était Amira, Amira Ben Ali, et son fils s'appelait Tarek. Le monde s'est arrêté. Amélie fixait l'enveloppe. Ses yeux étaient grands ouverts. Son visage était devenu blanc comme la neige. Amira, a-t-elle murmuré. Karim l'a regardé intensément. Vous connaissez ce nom? Amélie n'a pas répondu. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine les contrôler. Elle a pris l'enveloppe, elle a reconnu l'écriture immédiatement. C'était la sienne, l'écriture d'une jeune femme de 22 ans, désespérée, le cœur brisé, attendant un homme qui ne reviendrait jamais. Amira, a-t-elle dit d'une voix brisée, c'était mon nom. Avant que je change tout pour recommencer, avant que je devienne Amélie. Karim s'est levé brusquement, sa chaise est tombée derrière lui. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Amélie a levé les yeux vers lui. Des larmes coulaient sur ses joues. Je suis Amira, Karim, la femme que tu as abandonnée il y a 24 ans. Et Théo et Tarek, notre fils. Le silence qui a suivi était insupportable. Karim est resté debout, immobile, comme frappé par la foudre. Son visage exprimait 1000 émotions à la fois, la stupeur, l'incrédulité, la culpabilité, et quelque chose d'autre, quelque chose de profond et de déchirant. « Non, a-t-il murmuré, non, c'est impossible. »« Regarde-moi, Karim, regarde-moi vraiment. » Il l'a regardé, et pour la première fois il a vu la jeune femme qu'il avait aimée. Il a vu ses yeux, son sourire. La façon dont elle inclinait la tête quand elle réfléchissait. 24 ans avaient passé, les rides avaient creusé son visage, les cheveux avaient blanchi. Mais c'était elle, c'était Amira. Mon Dieu, a soufflé Karim, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est effondré sur une chaise, la tête entre les mains. J'ai un fils, a-t-il dit. J'ai un fils, et je ne le savais pas. J'ai passé 24 ans à chercher, et tu étais là. Vous étiez là tous les deux. Amélie pleurait en silence. Tu nous as laissés, Karim.
Tu es parti sans te retourner. J'ai attendu pendant des mois. J'ai espéré. Et puis j'ai compris que tu ne reviendrais jamais. Je suis désolé, a dit Karim. Je suis tellement désolé. J'étais jeune, j'avais peur. Je pensais que je n'avais pas le choix. On a toujours le choix, a répondu Amélie. Tu as choisi ta carrière. Tu as choisi l'argent. Et moi, j'ai choisi notre fils. Elle s'est levée. Théo ne sait rien de tout cela. Il pense que son père est mort avant sa naissance. C'est ce que je lui ai toujours dit, pour le protéger, pour lui éviter la douleur de savoir qu'il avait été abandonné. Karim a levé les yeux, désespéré. Est-ce que je pourrais le rencontrer? Amélie l'a regardé longuement. Dans ses yeux, il y avait la douleur de 24 années, la colère, la trahison. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Ce n'est pas à moi de décider, a-t-elle dit, c'est à Théo de choisir s'il veut connaître son père. » Elle s'est dirigée vers la porte. « Amélie, attends, a supplié Karim. » Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée. « Tu m'as appelée Amélie, a-t-elle dit doucement. Mais pour toi, je serai toujours Amira, la femme que tu as laissée derrière toi. » Et elle est sortie. Ce soir-là, Amélie n'est pas rentrée directement chez elle. Elle a marché dans les rues pendant des heures. Elle a traversé les parcs, longé les quais, regardé les lumières de la ville se refléter dans l'eau noire du fleuve. 24 ans. 24 ans à reconstruire sa vie, à effacer son passé, à devenir quelqu'un d'autre. Et voilà que tout revenait, d'un coup, sans prévenir. Comment allait-elle annoncer cela à Théo? Comment lui dire que l'homme qu'il pensait mort était vivant? Qu'il était riche, puissant, et qu'il voulait le rencontrer? Comment lui expliquer qu'elle lui avait menti pendant toutes ces années? Elle est finalement rentrée chez elle vers minuit. Théo l'attendait, inquiet. « Maman, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler des dizaines de fois. » Amélie s'est assise sur le canapé. Elle a pris la main de son fils. « Théo, a-t-elle dit, il faut que je te parle. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Et cette nuit-là, dans leur petit appartement, elle lui a tout raconté. Son vrai nom, son pays, sa jeunesse, son amour, sa grossesse, et l'homme qui était parti sans se retourner. Théo a écouté sans dire un mot. Et quand elle a eu fini, il est resté silencieux pendant de longues minutes. Puis il a dit « Mon père est vivant. Mon père est le milliardaire qui t'a promu. L'homme qui a dit devant tout le monde que tu méritais le respect. » Amélie a hoché la tête. « Oui, mon fils, c'est lui. » Théo s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Il a regardé la ville endormie. « Il t'a abandonné, a-t-il dit d'une voix froide. Il nous a abandonnés, et maintenant, parce qu'il a de l'argent, il pense pouvoir revenir. » Théo. « Non, maman, non. Cet homme n'est pas mon père. Mon père, c'est toi. C'est toi qui m'as élevé. C'est toi qui as sacrifié ta vie pour moi. Lui, il n'était pas là. » Amélie s'est approchée de lui. Elle a posé sa main sur son épaule. « Je comprends ta colère, mon fils. Je la comprends mieux que personne. Mais tu as le droit de savoir d'où tu viens. Et tu as le droit de faire tes propres choix. » Théo s'est retourné. Ses yeux brillaient de larmes. « Est-ce que tu lui as pardonné, maman ?» Amélie a réfléchi longuement. « Je ne sais pas, a-t-elle finalement répondu. Mais je sais une chose. La colère est un poison, et j'ai passé trop d'années à la porter en moi. Peut-être qu'il est temps de la poser. » Théo l'a regardé, et dans les yeux de sa mère, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la paix. 3 jours ont passé, 3 jours de silence, 3 jours de réflexion, 3 jours où Théo n'a presque pas dormi. Il allait à ses cours comme un automate. Il travaillait au restaurant sans vraiment être là. Son esprit était ailleurs, toujours ailleurs. Il pensait à cet homme, à ce père qu'il n'avait jamais connu. À toutes ces années où il avait grandi sans figure paternelle, il se souvenait des questions qu'il posait enfant. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa ?» Et sa mère qui répondait toujours la même chose. « Ton papa est parti au ciel avant ta naissance, mon chéri. Mais il t'aimait très fort, un mensonge, un beau mensonge, fait pour protéger.
mais un mensonge quand même. Le 4e jour, Théo a pris une décision. Il est allé à l'hôtel Le Cèdre d'Or. Il a traversé le hall d'un pas décidé. Les employés le regardaient avec curiosité. Certains le reconnaissaient. Le fils d'Amélie, celui qui venait parfois la voir. Il s'est approché de la réception. « Je voudrais voir Monsieur Karim », a-t-il dit. « Dites-lui que Théo est là. Il comprendra. » La réceptionniste a passé un appel. Quelques minutes plus tard, un assistant est venu le chercher. On l'a conduite au dernier étage, la suite présidentielle. Une porte immense, sculptée dans du bois sombre. L'assistant a frappé. Une voix a répondu de l'intérieur. « Entrez ». Théo a poussé la porte, et il l'a vu. Karim était debout près de la fenêtre, exactement comme sa mère l'avait décrit. Grand, les cheveux gris, le regard profond, mais quelque chose avait changé chez lui. Il avait l'air plus vieux, plus fragile, comme si les derniers jours l'avaient vidé de toute son énergie. Quand il a vu Théo, ses yeux se sont remplis de larmes. « Tarek », a-t-il murmuré. Théo a serré les poings. « Je m'appelle Théo, pas Tarek. Tarek est mort il y a 24 ans quand tu as abandonné ma mère. » Karim a baissé la tête. « Tu as raison, a-t-il dit. Tu as tous les droits d'être en colère. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite même pas que tu sois venu. » Théo l'a regardé avec dureté. « Je ne suis pas venu pour te pardonner. Je suis venu pour comprendre. » Il s'est avancé d'un pas. « Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu abandonner une femme enceinte? Comment as-tu pu vivre toutes ces années en sachant que tu avais un enfant quelque part ?» Karim s'est assis lourdement sur le canapé. Ses épaules se sont affaissées. « J'avais 20 ans, Théo. J'étais pauvre. J'étais terrorisé. La bourse que j'avais obtenue était ma seule chance de sortir de la misère. Si je restais, je savais que je finirais comme mon père, brisé, alcoolique, mort à 40 ans. » Il a marqué une pause. « Je me suis convaincu que c'était mieux pour elle, que je ne ferais que lui gâcher la vie, que sans moi, elle pourrait recommencer, trouver quelqu'un de mieux. »« Tu t'es convaincu de ce qui t'arrangeait, » a craché Théo. « Tu as fui parce que c'était plus facile. »« Oui, » a admis Karim, « j'ai fui, et pas un seul jour ne s'est passé sans que je le regrette. » Il a levé les yeux vers Théo. « Quand la mère de ta mère m'a retrouvé, 10 ans plus tard, j'étais déjà riche. J'aurais pu revenir, j'aurais pu vous chercher. Mais j'ai eu honte, tellement honte que je n'ai même pas osé ouvrir la lettre qu'Amira m'avait écrite. » Il a sorti l'enveloppe de sa poche, toujours fermée, toujours intacte. « 24 ans, Théo. Je porte cette lettre sur moi depuis 24 ans, comme une pénitence, comme un rappel constant de ma lâcheté. » Théo a regardé l'enveloppe. Quelque chose s'est fissuré en lui. « Tu ne l'as jamais ouverte ?»« Jamais. J'avais trop peur de ce qu'elle contenait, trop peur de lire sa douleur, trop peur d'affronter ce que j'avais fait. » Le silence s'est installé entre eux, un silence lourd, chargé de 24 ans de non-dits. Puis Théo a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est assis à côté de Karim. « Ouvre-la », a-t-il dit. Karim l'a regardé, surpris. « Quoi ? » ?»« Ouvre cette lettre. Maintenant, devant moi. » Les mains de Karim tremblaient. Il a pris l'enveloppe. Il a déchiré le papier jauni avec une lenteur presque douloureuse. À l'intérieur, il y avait une feuille pliée en 4, et quelque chose d'autre. Quelque chose de petit et de brillant. Une bague, une simple bague en argent avec une petite pierre bleue. Karim l'a reconnue immédiatement. C'était la bague qu'il avait offerte à Amira le jour où il lui avait promis de l'épouser. Ses larmes ont commencé à couler. Il a déplié la lettre et il a lu à voix haute d'une voix brisée « Karim, tu es parti ce matin. Sans un mot, sans un adieu. J'ai attendu devant ta porte pendant des heures. J'ai cru que tu reviendrais. J'ai espéré jusqu'au dernier moment, mais tu n'es pas revenu. Je ne te déteste pas. Je n'y arrive pas. Comment pourrais-je détester l'homme qui m'a donné le plus beau cadeau de ma vie? Je porte ton enfant, Karim. Notre enfant. Et je te promets une chose, je l'aimerai assez pour 2. Je lui donnerai tout l'amour que tu aurais dû lui donner. Je te rends ta bague, non pas par colère, mais parce que je veux que tu la gardes, que tu te souviennes de moi, de nous, de ce que nous aurions pu être. Un jour, peut-être, tu trouveras le courage de revenir,
Et ce jour-là, je serai là, je t'attendrai. Mais si tu ne reviens jamais, sache une chose, je ne regretterai rien. Notre amour était réel. Notre enfant sera la preuve que quelque chose de beau peut naître, même de la douleur. Prends soin de toi, Karim, où que tu sois, quoi que tu fasses, pour toujours, Amira. Quand il a fini de lire, Karim pleurait sans retenue. Et Théo aussi. Sans un mot, le fils a posé sa main sur l'épaule de son père. Et dans ce geste, il y avait quelque chose qui ressemblait à un début. Pas un pardon, pas encore, mais une porte entr'ouverte. Les semaines qui ont suivi ont été étranges et délicates. Théo n'a pas pardonné à Karim du jour au lendemain. Ce n'était pas si simple. 24 ans d'absence ne s'effacent pas avec une lettre et quelques larmes. Mais il lui a donné une chance. Ils ont commencé à se voir, d'abord une fois par semaine, puis 2, puis 3. Ils marchaient ensemble dans les parcs. Ils parlaient de tout et de rien, de politique, de sport, de musique. Et parfois, quand le moment était juste, ils parlaient du passé. Karim racontait son enfance, la pauvreté, les coups de son père, la mort de sa mère quand il avait 15 ans, la solitude qui l'avait poussé à fuir. « Je ne cherche pas d'excuses, » disait-il. « Je veux juste que tu comprennes d'où je viens, pourquoi j'étais si brisé. » Et Théo écoutait, vraiment écoutait. Il commençait à voir son père non plus comme un monstre, mais comme un homme faillible. Un homme qui avait fait des erreurs terribles, mais qui portait le poids de ses erreurs chaque jour de sa vie. Amélie, de son côté, observait ce rapprochement avec des émotions mêlées. Une part d'elle était heureuse. Heureuse que son fils puisse enfin connaître son père. Heureuse que cette blessure vieille de 24 ans commence enfin à cicatriser. Mais une autre part d'elle souffrait. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Voir Karim et Théo ensemble, ça lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu. Toutes ces années où elle avait élevé son fils seul, travaillant des heures impossibles, dormant à peine, se sacrifiant pour qu'il ne manque de rien. Un soir, Karim est venu la voir. Il a frappé à la porte de son petit appartement. Elle a ouvert, surprise. « Karim, qu'est-ce que tu fais là ?» Il tenait quelque chose dans sa main. La bague, la petite bague en argent avec la pierre bleue. « Je voulais te la rendre, » a-t-il dit. « Elle t'appartient. » Amélie a regardé la bague. Ses yeux se sont embués. « Je te l'ai rendue il y a 24 ans. Et je te la redonne aujourd'hui. Non pas comme une promesse. Je sais que je n'ai plus le droit de te faire des promesses. Mais comme un souvenir de ce que nous avons été et de ce que nous pourrions peut-être redevenir. » Amélie a secoué la tête. « Karim, je ne te demande rien. Amira, je ne te demande pas de m'aimer à nouveau. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser essayer, de me laisser être là, pour toi, pour Théo, pour réparer ce que j'ai brisé. » Elle l'a regardé longuement, cet homme qu'elle avait aimé, cet homme qui l'avait détruite, cet homme qui, après toutes ces années, se tenait devant elle avec les mêmes yeux que le jour où ils s'étaient rencontrés. « Entre, » a-t-elle finalement dit. « Je vais te préparer un café. » Et il est entré. 3 mois plus tard. L'hôtel Le Cèdre d'Or était méconnaissable. Karim avait tout rénové. Pas seulement les murs et les meubles, l'esprit même de l'établissement avait changé. Il avait créé une fondation pour les femmes immigrées, les femmes invisibles, les femmes qui, comme Amélie, travaillaient dans l'ombre sans jamais être vues. La fondation offrait des formations, des bourses d'études, des logements temporaires. Elle aidait ces femmes à reconstruire leur vie, à retrouver leur dignité. Et à la tête de cette fondation, il avait nommé Amélie. « C'est ton projet, » lui avait-il dit. « Ta vision, ton combat. Moi, je ne suis que l'homme qui fournit l'argent. » Amélie avait accepté, non pas pour lui, mais pour toutes ces femmes qui avaient vécu ce qu'elle avait vécu, pour toutes ces invisibles qui méritèrent d'être vues. Théo, lui, avait terminé ses études de droit avec les honneurs. Le jour de sa remise de diplôme, ses 2 parents étaient là, assis côte à côte, pas comme un couple, mais comme 2 personnes liées par quelque chose de plus fort que l'amour ou la rancune, par un fils, par une histoire,
par un café préparé avec du cardamome et de la patience. Quand Théo est monté sur scène pour recevoir son diplôme, il a regardé sa mère, puis son père, et il a souri. Dans ce sourire, il y avait tout. La douleur du passé, l'espoir de l'avenir, et la certitude que malgré tout, ils avaient réussi. 1 an plus tard, Amélie se tenait devant la fenêtre de son nouveau bureau, un bureau lumineux, spacieux, avec vue sur le parc. Sur son bureau, il y avait une photo de Théo, souriant, le jour de sa remise de diplôme. Et à côté, la petite bague en argent avec la pierre bleue. Elle ne la portait pas encore, peut-être jamais. Mais elle la gardait là, comme un rappel que même les histoires les plus brisées peuvent trouver une nouvelle forme. On a frappé à la porte. Entrez, c'était Karim. Il tenait 2 tasses de café. Je t'ai préparé un café, a-t-il dit avec un sourire timide. J'ai essayé de le faire comme tu me l'as appris, avec le cardamome et tout. Amélie a goûté. Elle a fait une grimace amusée. C'est horrible. Karim a ri. Je sais, je suis un désastre en cuisine. Ils ont ri ensemble. Un rire léger, un rire qui effaçait un peu plus les ombres du passé. Amélie, a dit Karim après un moment, il y a quelque chose que je voulais te demander. Quoi donc? Ce soir, il y a un concert au parc, un petit orchestre qui joue de la musique traditionnelle. Je me demandais si tu voudrais y aller avec moi. Amélie l'a regardé, cet homme qui avait été son premier amour, son premier chagrin, et maintenant peut-être son deuxième commencement. Comme un rendez-vous? A-t-elle demandé. Comme ce que tu voudras que ce soit. Elle a réfléchi, 24 ans, tant de douleur, tant de colère, mais aussi tant de temps perdu. D'accord, a-t-elle finalement dit, mais c'est toi qui paies le café après le concert. Karim a souri, un sourire qui illuminait tout son visage. Marché conclu. Ce soir-là, sous les étoiles, ils ont écouté la musique ensemble. Ils ne se tenaient pas la main, ils ne s'embrassaient pas. C'était trop tôt pour ça. Peut-être que ça ne viendrait jamais. Mais ils étaient là, côte à côte. 2 personnes qui avaient traversé l'enfer et qui, d'une façon ou d'une autre, avaient trouvé le chemin du retour. À un moment, Amélie a fermé les yeux. Elle a senti le vent sur son visage. Elle a entendu la musique qui montait vers le ciel. Et elle a pensé à cette jeune femme de 22 ans qui avait écrit une lettre à l'homme qu'elle aimait. Cette jeune femme qui avait dit « Je t'attendrai ». 24 ans plus tard, sans le savoir, elle avait tenu sa promesse. Le lendemain, Théo a rejoint ses parents pour le petit déjeuner. Ils étaient tous les 3 autour de la petite table de la cuisine. Amélie avait préparé du café. Le vrai, celui avec le cardamome et la patience. Ils ont mangé en silence. Pas un silence gêné, un silence confortable. Le silence de ceux qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Puis Théo a dit « J'ai quelque chose à vous annoncer. » Amélie et Karim ont levé les yeux. J'ai été accepté dans un cabinet d'avocats, un cabinet spécialisé dans la défense des droits des immigrés. Amélie a porté sa main à son cœur. « Oh, mon fils, je veux faire quelque chose qui compte, » a continué Théo. « Je veux aider les gens comme toi, maman. Les gens qui arrivent dans un nouveau pays avec rien d'autre que leurs rêves. Les gens qu'on regarde sans voir. » Karim a posé sa main sur celle de son fils. « Je suis fier de toi, Théo, tellement fier. » Théo a regardé son père, et pour la première fois, il a dit les mots qu'il n'avait jamais pu prononcer. « Merci, papa. » Karim a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. « Papa », un mot si simple, mais qui portait le poids du monde. Amélie les a regardés tous les deux, son fils et le père de son fils, 2 hommes qu'elle aimait, chacun à sa manière. Elle a pensé à tout ce qu'elle avait traversé. Les nuits blanches, les emplois épuisants, les regards méprisants, les années de solitude, mais aussi les moments de joie. Le premier mot de Théo, son premier pas, son premier jour d'école, son diplôme, son sourire. Tout cela avait valu la peine. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque prière murmurée dans l'obscurité. Tout. Elle s'est levée. Elle est allée à la fenêtre.
Le soleil se levait sur la ville, peignant le ciel de rose et d'or, et elle a su, à cet instant, que sa vie avait enfin trouvé son sens. Non pas dans l'argent ou le statut, non pas dans la reconnaissance ou la vengeance, mais dans l'amour. L'amour qu'elle avait donné sans compter, l'amour qu'elle recevait maintenant, multiplié par 100. Elle a souri. Et dans ce sourire, il y avait toute la beauté d'une vie bien vécue. Des années plus tard, quand on lui demandait le secret de son bonheur, Amélie répondait toujours la même chose. Un jour, j'ai offert un café à un inconnu, et cet inconnu m'a rendu ma vie. Puis elle ajoutait, avec un sourire malicieux, mais le vrai secret, c'est le cardamome. Toujours le cardamome. Et elle riait, de ce rire profond et libre qui vient du cœur. Car Amélie avait compris quelque chose que beaucoup passent leur vie entière à chercher. Le bonheur ne se trouve pas dans les grandes choses. Il se cache dans les petits gestes, dans une tasse de café partagée, dans un regard qui voit vraiment, dans un mot prononcé au bon moment, dans le courage d'être invisible et de briller quand même. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne.